Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue dans ce premier live que je vais faire avec un certain François Maléga. On va bien sûr commencer par le laisser arriver. Et dans le fond, je vais en profiter pour commencer dès maintenant à parler un peu de la fameuse thématique qui est en fait le système de justice. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, en fait, devrais-je plutôt dire le système d'injustice. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour paraphraser Hamlet qui disait il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, je pense qu'on peut dire que, pour le moins qu'on puisse dire, il y a comme quelque chose de pourri dans notre système de justice. À tout le moins. Donc, c'est ça. En guise d'exemple introductif, je ne sais pas si vous aviez déjà pris connaissance du fait que Louis-Olivier Fontaine, qui était auparavant avocat, a quitté lui-même le système du barreau pour... je veux dire, parce qu'il n'était plus juste plus capable de continuer à souscrire ainsi à ce système corrompu. Il n'était plus en accord avec sa conscience. Fait que je vais d'ailleurs mettre l'entrevue avec Hello veut savoir dans la description. Ensuite, c'est sûr que un cas typique là, de corruption du système de justice, c'est évidemment tous les procès qui vont avoir eu lieu durant la période COVID au niveau des gardes partagées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais systématiquement, on pourrait en donner à l'infini des exemples de même. Les juges vont avoir vraiment pas hésité ou bedon forcé des injections expérimentales sur des enfants, même Pascal Zorlou va en avoir été lui-même victime, ou en tout cas au niveau de son fils. Puis ensuite, tu as toutes les au niveau des gardes partagées, donc tellement de mères, de pères vont s'être fait enlever pratiquement la garde de façon ou complète ou partielle, juste sous prétexte que ils vont avoir été à des manifs du mouvement complotiste. Donc, ou qui tout simplement qui vont avoir été non vaccinés ou avoir tel délit d'opinion à ce niveau-là. Il y a des cas aussi qui sont encore plus marquants, qui sont encore plus problématiques. Je veux dire, c'est tout extrêmement problématique et inacceptable, là. Mais j'en citerai deux en attendant donc François arrive. Et puis, le premier, c'est, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ça, eu vent de ça. Donc, en ce qui concerne la Fondation des droits et libertés du Québec, là, ils ont quand il fallait qu'ils demandent en cours la permission d'être reçus en cours supérieur, se sont fait dire que ça allait créer le chaos dans la population québécoise. Fait qu'autrement dit, ce que ça revient à dire, c'est que le système de justice en a pratiquement rien à faire, rien à cirer de la vérité là-dedans, de est-ce que le gouvernement a eu raison ou tort, parce que la priorité, c'est de ne pas créer du chaos. C'est la raison d'État pure, puis c'est aussi un conflit d'intérêts automatique. Tu vois qu'il n'y a plus d'indépendance ou d'impartialité des tribunaux par rapport au gouvernement. Si le gouvernement dit bin, ou ordonne telle affaire, automatiquement, le système judiciaire va suivre. Puis ça aussi, c'est une dérive qu'on a vu arriver tranquillement, parce qu'au début, ce que je vais parler avec François, s'il réussit à se connecter, c'est que il y a vraiment eu une évolution, là, ou plutôt une dévolution à ce niveau-là, dans le sens que il y avait comme une sympathie un peu préalable là, des tribunaux vis-à-vis des gens qui avaient l'étiquette COVID au début. Puis tu vois qu'il y avait un peu plus d'écoute de leur part, puis ils écoutaient quand même ils prenaient quand même compte des arguments qui étaient amenés.
Puis à un moment donné, il y a vraiment eu un switch. Puis là, il n'y avait plus rien à faire, plus rien qu'on puisse dire. C'était comme prédéterminé. L'issue, c'était comme comment on dit, un préjugé, c'est le cas de le dire. Donc, c'était vraiment ça. Après, on a fait face, tout ceux qui avaient l'étiquette à un mur de façon systématique à partir de ce moment-là. Fait que ça, c'est tous des indices qui montrent, en fait, qui prouvent que, je veux dire, sont de mèche, là. Ils sont de connivence complètement. Fait que c'est censé être c'est comme les médias, le système judiciaire, c'est censé être des chiens de garde essentiels de la démocratie. Right? Puis on voit que c'est pas ça. Tu comprends? C'est vraiment, c'est complètement devenu inféodé au gouvernement. Fait que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je dis bonne chance à ceux qui choisissent la voie des tribunaux là, quand tu vois ça. Mais ça, pour ce qui est de faire face aux mesures COVID, etc. Et puis donc d'essayer de prouver au gouvernement qu'il y a eu tort, etc. Mais ça n'en est pas moins intéressant de voir. Ça en sera pas moins intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de la Fondation des droits et libertés. Déjà c'est quand même drôle et précieux de voir les niaiseries qui peuvent se faire dire, comme celle que j'ai dit. Là. Ça va créer le chaos dans la population. Ça revient à dire, s'il y a une vérité, on va la couvrir. Est-ce que c'est le rôle d'un tribunal de faire ça? Ça, c'est typique des gouvernements. C'est comme... Ah, regarde donc, tu vois. Accepter. Ajouter. Fait que, ajout en cours. On finit par l'avoir pareil. Fait que, mais juste pour finir. Salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Fait que t'as finalement réussi à te connecter? Oui, mais je le fais avec mon téléphone. J'ai essayé avec l'ordinateur, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de faire avec le téléphone. Fait que ça n'en est que d'autant plus précieux. J'apprécie donc d'autant plus le fait qu'on puisse enfin avoir. Hey, François, imagine, ce premier live ensemble, toi puis moi, là, il est rien que trop beau. Puis là, tu sais, On a déjà fait un live, là. On a fait un live quand j'étais à Jonquière pour faire la manif contre le drag queen. On avait fait un oh, live. ah oui, t'as raison, c'est vrai, on en avait fait un à ce moment-là, j'avais oublié. Sinon, il y avait celui qu'on avait fait l'autre fois pour la manif du 9 mai. Mais là, on était avec plein de personnes. Fait que, tu sais, là, je me dis, et en même temps, là, ce soir, on risque d'avoir un peu plus de temps de parler, plus, tu sais, là, justement, de prendre le temps de parler pour vrai, puis d'étudier certains sujets en profondeur, là, en étant moins sur l'urgence, bedon, d'une manif imminente, comme dans les autres fois, ou en ayant en devant faire vite là, sur le terrain, là, en juste se jasant à la sauvette là, d'une manif ou l'autre. Tu sais. Bon, on ne te voit pas bien, j'ai l'impression que ton téléphone est trop proche de ton visage. Ouais, ben là, tu vois, je suis vraiment à bout de bras. Là. Fait que Ah, ok. des fois, ça fait ça, on dirait les premières fois qu'on se connecte en live avec quelqu'un. Bon. Fait que Mais écoute, je me dis que tu peux poser quelque chose. Parce que moi, comme je ne suis pas, comme je suis à l'intérieur, j'ai posé ça quelque part pour plus de stabilité. ouais, ouais, Je me dis, si tu poses ton téléphone quelque part, ouais, je ça va pense ça. donner plus de stabilité. Ouais, ok. Ta belle demain, c'est moins pire un peu. Ouais, là, ça donne plus de stabilité, plus, ouais. Bon. Fait que là, C'est vrai que ça peut ton visage. Bon, mais écoute, on va aller avec comme ça s'il n'y a pas mieux. c'est drôle parce que moi, en plus de mon côté, c'est bien correct. Là, tu sais, c'est vraiment spécial ces choses-là. Là, tu sais, on voit pas la même chose Ah, dépendamment on de, ne de, prend pas la... de regarde. Ok, d'accord, d'accord. Ok, là, actuellement, tu es à Jonquière, à Chicoutimi, c'est ça? Je suis chez moi à Chicoutimi, là, où tu étais venu me joindre l'autre fois. D'accord, d'accord. Ok. Donc, tu disais qu'aujourd'hui, tu voulais qu'on parle du système de justice. Oui, puis si je peux me permettre, comme entrée en matière, pourquoi pas te demander tout bonnement comment tu vas, mais tu sais, comment tu vas au sens large, global, où tu en es dans tes différentes démarches, où tu en es avec toi-même par rapport au système de justice aussi, puis est-ce que tu sens là que là,
l'échéancier puis le goulot serait précis pour toi ou pas, ou je sais pas. Écoute, d'abord en ce qui concerne la vie en général, je, je m'en fous un peu parce que c'est loin d'être la vie que j'avais en 2020, début 2021. Donc, sur le plan social, c'est loin d'être ça. Je, j'ai- je vis un peu comme quand j'étais étudiant, ou peut-être même un peu moins, dans le sens où, quand j'étais étudiant, je n'avais pas des huissiers qui me poursuivaient et tout, même si mes revenus, et puis, je crois que même en termes de revenus, c'est peut-être que les revenus sont à peu près les mêmes ou en dessous de ce que j'avais quand j'étais étudiant. Donc, de ce côté-là, ça, c'est ce que je peux déjà dire. Donc, sur le plan social, c'est vraiment, oui, oui, c'est très loin d'être ce que ça devrait être. Mais sauf que je m'en fous parce que c'est un choix que j'ai fait. Je pouvais décider de me taire ou de faire des choses beaucoup plus de façon plus extrêmement discrète et conserver un certain état. Mais j'avais décidé que c'était la stratégie la plus rationnelle que la plupart des personnes vont adopter. Et c'est la stratégie la plus rationnelle que le gouvernement savait que la plupart des personnes vont adopter. Parce que c'est ce qui est rationnel. Ce qui est rationnel, c'est que quand un gouvernement commence à menacer comme il a menacé, parce qu'il menaçait, les conférences de presse, Sarouda disait clairement que I can be a bad boy. Sarouda dit I can be a bad boy. Si, il disait que si vous ne respectez pas les mesures, je vais dire, on va tout refermer, ainsi de suite. Il y a d'autres conférences où ils étaient beaucoup plus violents que ça. Donc, ce qui était clair, c'est que des personnes qui étaient révoltées parlaient, mais ils recevaient des menaces en sourdine. Moi-même, j'en ai reçu. Et naturellement, une personne rationnelle peut se dire, euh, soit la personne cède, soit la personne ne cède pas, mais change de stratégie, dans le sens où il ne fait plus en face frontalement, il ne fait plus front à l'adversité, et il essaie de trouver une stratégie qui lui évite le maximum de problèmes et peut-être réagir en douce. Mais j'ai décidé de faire différemment, de dire que non. Donc, les conséquences actuelles sont des conséquences que j'ai prévues. Donc, je ne me plains pas de mon sort. Je ne me plains pas de mon sort parce que la réalité, c'est que si personne ne fait rien, ce sera le sort de tout le monde. C'est-à-dire que on va reculer, on va préserver nos acquis, on va reculer, on va préserver notre acquis, mais à un moment donné, ça sera la fin pour tout le monde. On va nous mettre dans un certain esclavage. Mais pourtant, si on se tient prêt et on se met dans une position où on a, euh, comment dirais-je, où tout le monde dit on n'obéit pas, le gouvernement ne pourra pas directement appliquer les conséquences à tout le monde et va être obligé de reculer. Je donne toujours un exemple, le cas des masques. Il y a plusieurs manifestations, les vidéos sont encore là où, quand le gouvernement a imposé les masques dans les manifestations, les gens ont commencé à poser les masques. Et ce qui s'est passé, c'est que la police venait et la police regardait les gens. S'il y avait par exemple 5000 personnes qui marchaient et que parmi les 5000 personnes, il y avait 4950 qui portaient le masque, c'était facile que la police regarde et vienne attraper quelqu'un. Et même parfois, quand pratiquement tout le monde avait le masque, il suffisait que quelqu'un ait... Il y avait des gens qui étaient arrêtés parce qu'ils avaient mal porté le masque, tu vois. Mais à partir du moment où les gens ont refusé de porter le masque, et ça c'est arrivé. Moi, dans tous les cas, j'ai été arrêté plusieurs fois pour non-port de masque. On m'a mis dans la cellule, on me mettait dans les fourgons et tout. Mais quand les gens ont dit on ne porte plus le masque, c'est fini. La police n'arrêtait plus les gens parce que comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Parce que quand tu as une manif de 5000 personnes et que tu as 400 policiers, si dans les 5000 personnes, 4950 ne portent pas le masque, les policiers ne peuvent rien faire. C'est simplement, les gens manifestent pacifiquement et ils ne portent pas le masque, la police ne peut rien faire. Donc l'idée, c'est que si tout le monde réagit plutôt comme ça en disant qu'on n'obéit pas, ou plutôt la majorité n'obéit pas, les choses vont s'inverser. Donc ça, c'était juste pour répondre à la question là. Donc, que ce soit sur le plan matériel, financier et tout, ça c'est très difficile, mais ça j'étais conscient de ça. Et donc, j'assume totalement les conséquences. Et personnellement, voilà. Maintenant, sur le plan judiciaire, sur le plan, puisque ce n'est pas juste une question, ce n'est pas juste une question matérielle, financière, c'est aussi une question de vie dans la société.
parce que dans tous les cas, tu aimerais te balader, aller au restaurant. Si un festival te rend un festival, tu vas aller rencontrer des amis et tout ça. Et il ne faudrait pas que ton cœur batte si tu entends une voiture de police, comme si tu étais un trafiquant de drogue ou bien comme si tu étais un assassin ou tu te reprochais de quelque chose. Mais la réalité, c'est que au-delà de tous les aspects matériels et tout, il y a le fait que euh, j'ai reçu plusieurs lettres qui me demandaient de payer des contraventions, qui me demandaient si je plaidais coupable ou pas. Ça, c'est au début. Si tu plaides coupable ou pas, certains, je plaidais. Je pense que jusqu'à la 17e contravention, je faisais ça de façon méticuleuse. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était autour de la 17e. Je prenais la contravention, je cochais non coupable et j'envoyais comme on doit faire. Mhm. Mais après, j'ai décidé que je ne fais même plus. Donc, après, quand je prenais, je venais balancer les contraventions à la maison. Donc, je recevais des lettres qui me disaient, est-ce que tu plaides coupable ou pas? Je ne répondais même pas plus. Et après ça, on t'envoie, on te dit qu'on t'a condamné à ton absence. J'ai quand même fait des dossiers où je contestais la constitutionnalité des contraventions. Ça a été rejeté, ça n'a pas été accepté. Et puis après, donc, je m'en foutais. Et les lettres donc, ont compilé. Et puis, il y a les amendes et les suramendes. Dans la contravention, c'est 1550, parfois ça variait 1530, quelque chose comme ça. Et après, quand ça monte aux suramendes, ça monte à 1600, ainsi de suite. J'ai eu un total, si je ne me trompe pas, de 62 contraventions. Et parce que moi-même, à un moment donné, j'avais perdu le compte, mais j'ai retrouvé parce que je suis allé au palais de justice de Montréal et là-bas, ils pouvaient voir mon dossier de toutes les, ils pouvaient voir, ils m'ont tiré toutes les contraventions que j'avais. Donc, je crois que c'est là où j'avais compté, j'ai vu que c'était 62. Mais parmi les lettres que j'ai reçues les plus significatives, disons qu'il y a eu deux, deux ou trois, disons, écoutez, disons qu'il y a quatre lettres significatives. Deux lettres qui me menaçaient de me mettre en prison. La première, je crois, on était à 69 000 dollars. Donc, j'avais déjà été condamné pour 69 000 dollars et il me disait il me proposait de faire des travaux compensatoires. Et si je prouvais que je ne pouvais pas payer, il m'accordait de faire des travaux compensatoires. Et si dans 10 jours, je ne réagissais pas, ils n'auront pas le choix que d'ordonner une peine d'emprisonnement. Ce qu'ils n'ont pas fait pareil. Tu sais, c'était juste du bluff, dans le fond. Là. Voilà, ils ont fait ça en mai 2023. Ouais. Donc, la deuxième lettre est arrivée en septembre, mais je ne l'ai pas reçue directement. La deuxième lettre décidait de fermer mon compte. Donc, malgré la menace en mai 2023 de m'emprisonner, la menace ne s'applique pas. En fait, en septembre, ils ferment mon compte, un de mes comptes, parce que j'ai deux. Et ils ferment un de mes comptes, ils prennent 685 dollars, ils volent, parce que c'est ça le terme. Ils ont volé 685 dollars que j'avais dans ce compte-là. Ensuite, en février, ils m'ont encore écrit une autre lettre. Cette fois-là, c'était pour, si je ne me trompe pas, c'était pour 97 000 quelque chose. Et là, c'était encore la même chose. Ils me proposent des travaux compensatoires, ainsi de suite. Et j'ai refusé de collaborer. Je n'ai même pas écrit et tout. J'ai plutôt fait des vidéos par rapport à ça. Et c'était toujours dans les 10 jours. Ils devaient m'emprisonner. C'était en février. Nous sommes en juin. Donc, mars, avril, mai, juin. Donc, le mois de juin finit déjà. Donc, ça fait 4 mois que la deuxième menace était là. Et après ça, ils m'ont encore envoyé une autre lettre où ce n'était même plus les 97 000. Ils me parlaient déjà d'une contravention que je devais payer et tout et tout. Bref, c'est là où on en est. Donc, oui, les seules procédures qui restent, c'est les contraventions Covid-19. Donc, le gouvernement me demande de payer. Et bien sûr que je ne vais pas, que je ne vais jamais payer. Et quand on parle de rationalité, la question la plus normale qu'on peut se poser, c'est tu ne payes pas les contraventions Covid et si dans un an, on est toujours dans la situation où on est, c'est-à-dire si dans un an, François Legault est toujours Premier ministre, on n'a pas reconnu que le Covid, qu'il n'y a pas eu pandémie et que les mesures sanitaires n'étaient pas comment dire, justifiées, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il faut que je mange, il faut que je loue. Bon, là, je suis je peux pas montrer parce que c'est un peu serré là, c'est un peu serré. Ma chambre est un peu comme un magasin en même temps.
j'ai ciblé la zone la plus, la plus esthétique, si je peux dire. Donc, Imagine. mais c'est, mais j'ai plein de trucs là. Surtout que j'ai à côté de moi des cartons de la BD que j'ai dessinée, que je vais distribuer très bientôt. Encore, j'avais distribué déjà une bonne partie et tout. Mais bref, qu'est-ce que je vais faire? Si, euh, parce que là, bon, je suis capable de payer mon loyer encore pendant quelques mois, mais après, je ne serai plus capable de payer mon loyer, je serai plus capable de nourrir, de payer le carburant et ainsi de suite. Mais bref, je, la question la plus naturelle, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Je ne, je m'en fous totalement de ça parce que ma décision était simple, c'est que je ne vais pas perdre, je ne vais pas décider de ne pas dire ce qui est vrai au-dessus de ma conscience, sous prétexte que je veux garder des privilèges qui vont finir par se perdre si tout le monde fait comme ça. Donc, il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont fait des choses extraordinaires, comme les Mandela, comme les Gandhi, comme les Thomas Sankara, qui sont morts, qui sont allés jusqu'à mourir. Donc, par conséquent, je ne pense pas que c'est compliqué. Je peux sortir dans la rue et quémander, ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et les gens sauront que je peux aller devant le Parlement de Québec et dans les restaurants qui sont dans les environs et dire aux députés que voilà ce qui se passe là, c'est à cause des contraventions Covid-19. Mais l'autre chose, c'est que je suis tellement certain que le, ça, ils l'ont dit plusieurs fois au travers des conférences. Ce n'est pas seulement dans le cas du Québec que leur objectif, c'est d'établir un gouvernement mondial dans lequel la notion de propriété individuelle va être appelée à disparaître. Donc, actuellement, il y a des gens qui ont obéi au gouvernement, qui ont pris le vaccin, qui ont perdu leur restaurant. Donc, ils ont perdu leur restaurant. C'est-à-dire, ils obéissaient parce qu'ils avaient peur pour leur restaurant. Mais beaucoup ont perdu leur restaurant alors qu'ils ont obéi au gouvernement. Beaucoup ont pris les prêts que le gouvernement a donnés, ne peuvent pas rembourser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me concerne personnellement. Si le problème qu'on vivait était juste un problème québécois, je n'aurais pas fait ce que j'aurais fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je pars en Corée du Nord, organiser les manifestations. Rentrons, par exemple, en 2018, où il y avait encore, c'est vrai qu'ils avaient déjà tout ficelé, mais sur le plan visible, le monde occidental avait encore un certain nombre de libertés. Ce serait de la folie d'aller en Corée du Nord, commencer à organiser une manifestation, de se jeter comme ça dans la gueule du loup. Parce que de l'extérieur, tu peux faire un certain nombre de choses. Pour les Nord-Coréens, peut-être en parlant des choses, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que la situation actuelle, elle est mondiale. Donc, il n'y a pas comme un endroit où tu peux dire que tu t'en vas. Et le pire, c'est que ça commence par le monde occidental et s'ils réussissent, ça va aller ailleurs. Donc, et ils sont en train d'aller, on voit déjà comment il y a un impact au niveau du coût de la vie. Ça commence à devenir sérieux, là. Les gens, de plus en plus, sont en train de se compliquer et les gens sont en train de souffrir. Donc, je n'ai pas, je n'ai aucune crainte du fait que les choses vont se passer de la très bonne façon. Écoute, ça, c'est un peu de ce côté, oui, ce que je peux dire par rapport au plan judiciaire. Donc, théoriquement, je suis supposé être en prison. Théoriquement. Le fait que je ne sois pas en prison, je n'ai aucune explication officielle. Je n'ai aucune explication. Mais moi, je pense que la seule raison pour laquelle ils ne me mettent pas en prison, c'est qu'ils ne veulent pas me faire de la publicité. Oui, c'est Parce que ça, c'est ça. donc, je trouve, puisque pour l'idée, c'est que on doit se dire, OK, que le Covid est fini, la pandémie est finie. Donc, mais si on me met en prison maintenant, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah non, on l'a mis en prison pour les contraventions Covid, mais ce n'est pas fini. Donc, ça serait un peu, je suppose que c'est la seule raison. Ils ont décidé d'adopter une stratégie de dire qu'OK, on le laisse dans son trou, on ne lui fait pas la publicité. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce que je pense, mais jusque-là, ce n'est que mon analyse. Tu sais, parlant d'analyse, tu faisais référence au fait que c'est la problématique est la même partout à travers le monde. On peut dire aussi que c'est une problématique qui, un peu comme tu faisais allusion, qui transcende les époques, parce que c'est la même chose à laquelle Luther King a dû faire face, Gandhi, etc. Ghislaine Langto, il faisait référence aussi à un moment donné
dans une formation, elle disait, si quelqu'un, il échappe un crayon à terre, puis il dit, ramasse-le, puis là, t'es une autre personne à côté, puis toi, tu dis, non, je veux pas le ramasser, puis après, elle dit, je vais, là, elle te menace, je vais faire ci, je vais faire ça, si tu ramasses pas, la personne obtempère pas, elle se soumet pas, puis la manière dit, ben, je vais te tuer si tu fais pas ce que je te dis. La personne continue de refuser d'obéir. Finalement, la personne se fait effectivement tuer pour n'avoir pas ramassé le crayon. Ben là, elle a dit, OK, dans un sens, elle a perdu, mais dans un autre sens, elle n'a pas ramassé le crayon pareil. Elle a effectivement gagné son combat, qui est de ne pas obéir. Tu sais. Oui, Puis, tant qu'à ça, on peut même citer des exemples encore plus lointains. Je sais que tu es un grand admirateur du Christ. Ben, tu sais, pour ainsi dire, ben, je veux dire, c'était le même principe avec lui aussi, parce que quand il était dans son procès, ils ont dit, fais juste dire que t'es pas le fils de Dieu, fais juste dire ci, puis c'est vrai ça. que Puis, pour lui, c'était beaucoup plus élevé encore parce que je veux dire, le, actuellement, nous, pas seulement moi, nous sommes en train de lutter pour que la vérité soit dite sur le Covid-19 et que les plans du gouvernement mondial soient exposés. Mais le combat mais Jésus-Christ était beaucoup plus élevé, c'était le salut de l'âme pour la vie éternelle. Et en réalité, l'objectif, c'était même qu'il meure. La mort faisait partie du projet. Donc, la mort sur la croix faisait partie du projet. Donc, ce n'était pas trop l'optique de désobéissance civile qu'il était en train de faire. C'était un sacrifice. Lui, l'homme parfait qui n'a jamais péché, il fallait qu'il meure pour nos péchés. mais Mais c'est nous sommes toujours dans, moi, le sacrifice dans tout ça. C'est le oui, sacrifice, c'est le point, que je veux dire, le trait d'union entre ces différentes grands hommes-là. Là. mais dans tous les cas, l'autre problème, c'est qu'actuellement, ils veulent tous nous soumettre. Ce n'est pas comme si c'est moi seul qui suis ciblé. C'est-à-dire, c'est toute la société qui est ciblée. Il y a une petite élite qu'on trompe, il y a une élite corrompue tout au sommet qui corrompt en dessous d'autres élites avec un peu d'argent. Et ces élites-là, écoute, ceux qui sont au sommet, là, il y a comme les Bill Gates, les Klaus Schwab, les Obama, euh, certains sont morts comme Henry Kissinger en France, il y a les Attali et tout. Il y en a là, les Rothschild, les Rockefeller, il y a tous ces petits groupes là au-dessus et peut-être d'autres que je ne connais pas, pas peut-être d'autres que je ne connais pas, mais il y a ces petits groupes en dessous. Il y a les pantins comme les Justin Trudeau, les Christian Freeland, les François Legault, les Geneviève Guilbeault, ça c'est les Doug Ford, ça c'est les pantins qu'ils envoient, les Emmanuel Macron et tout. Comme, Donc cela, comme disait David Icke, hein, the world is ruled by psychopaths and run by idiots. Tu sais, il est gouverné par des psychopathes, mais sur le plancher des vaches, c'est des idiots qui, voilà. qui Donc, pensent comme pouvoir. et là, ce qu'on leur propose à tous les logos et tout ça, c'est tout simplement un peu d'argent par-ci, un peu de pouvoir par-là, un peu de ceci, cela. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ouais, puis là, c'est pour en venir tranquillement un peu plus dans le concret. Je crois comprendre que Maxime Ouimet a lancé quelque chose avec une sorte de nouvelle démarche par rapport aux tickets, puis que tu étais là-dedans avec Gisèle, puis ça a l'air intéressant. Là. On dirait qu'il manquait un bout, mais c'est quoi ça, cette nouvelle avenue-là, en gros? On a fait déjà des lives depuis très longtemps là-dessus, depuis l'année passée. Et euh, le, le projet a été initié par Serge Lapierre Yandel et moi, nous avons lancé la demande introductive d'instance. Et là, il y a Maxime Huemet, bien sûr, qui est là. Et c'est un projet très, très... l'idée, c'est de rassembler toutes les contraventions Covid-19 de tout le Québec. C'est de rassembler toutes les contraventions Covid-19 de tout le Québec, même ceux qui ont payé. OK. Et c'est une demande introductive d'instance. L'objectif, c'est qu'il y a un certain nombre de lois qui disent que le gouvernement devait évaluer si ces décrets respectaient la Constitution et si les mesures étaient valides et devaient continuer à être appliquées, ce que le gouvernement n'a pas fait. Donc, ça signifie qu'il y a donc un dossier qui est monté. La personne, c'est vrai que
la personne directe, bon, toi tu es au Québec, la personne que tu peux contacter directement, c'est Yandel, parce que c'est lui vraiment qui gère ça au niveau du secrétariat. La prochaine fois qu'on va apparaître en cours, c'est le 13 novembre. Donc, ça, c'est une démarche qui est indépendante de la Fondation des droits et libertés, où y a-tu non, non, c'est une démarche qui est indépendante. C'est vraiment un groupe, c'est vraiment une démarche indépendante. C'est une OK. démarche oui, c'est une démarche qui est indépendante. Bon. Super. Fait que, ben, c'est ça, écoute, pour en venir finalement à la raison première, à mon sens, de ce live-là, là, remarque, comme on peut voir, on peut faire des parenthèses à l'infini, c'est pas moi qui va m'en plaindre, là. C'est que, je sais pas si tu t'en souviens, quand tu étais venu, j'avais démarré le système de Montréal en fin d'été 2021 en compagnie de Maxime Veillante puis Inti Ortega, la conjointe Nadia là, de Ndinti avait eu l'idée de faire le palais de justice afin de vraiment mettre ça essayer d'interpeller en fait le barreau, les avocats, tout ça, les juges, essayer de les sensibiliser, de porter à leur attention que ce qu'ils faisaient était mal, en gros. Si tu laisses faire le mal, tu en es complice, puis t'en es, je veux dire, tu prends part aussi, tu portes la responsabilité. Fait que j'avais fait un discours là-dessus, blablabla, bon, OK. Mais puis tu étais venu nous rejoindre, même si, même à l'époque, ça ne levait pas beaucoup, c'était de Montréal, mais ça, c'est quelque chose qui t'a toujours fait honneur. Hein. T'as jamais attendu qu'un événement vienne gros ou de savoir qui va y participer, puis tout ça. Toi, tu le fais par principe, puis tu dis si c'est quelqu'un de la résidence qui le fait, puis que c'est à cause des nobles, tu dis bon. Fait que tu étais venu, on a fait du porte-voix un peu, c'est drôle, puis là, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué puis qui me restait dans la tête depuis tout le temps. C'est que, parce que c'est que certains événements qui t'étaient arrivés, qui t'avaient amené, toi, à perdre foi dans le système de justice actuel. C'est comme ça que tu me l'avais dit. Puis c'était notamment là, une affaire en particulier là, j'avais commencé à parler un petit peu tantôt là, dans l'introduction, mais tu sais que dans ton cas, à toi, exemple, il y a comme eu une sorte de switch là. Par exemple, je pense que le vendredi, tu avais un juge qui semblait encore favorable, qui semblait encore à ton écoute. Puis finalement, lundi, ça avait fait volte-face. Là. Il avait signé un nouveau juge, puis qui lui était bête comme ses deux pieds, puis voulait rien entendre. Je sais pas si tu te souviens un peu de ça. Oui. En fait, ce n'était pas un autre juge, c'était la même personne, mais qui avait changé d'attitude. Ah, OK, c'est C'était, ça. oui, en fait, c'était mon premier procès que j'avais. Mon Oui, premier procès parce que j'avais été accusé d'entrave à la police. OK. J'étais allé au procès, c'était le 28 septembre 2021. Ouais. Et l'entrave, ce qu'ils appelaient entrave, avait eu lieu en mars 2021. Donc, quelques mois avant, c'est-à-dire à peu près 6 mois avant, l'événement avait eu lieu et j'avais reçu les accusations. Et en fin septembre, je devais donc passer en cours pour ça. Alors, l'événement, c'était quoi? C'est que j'étais entré dans un maxi à Saint-Laurent. C'est à Saint-Laurent que j'habitais à cette époque. Et bien sûr, j'étais entré dans un maxi sans masque. Et ils avaient appelé la police et les, je vais faire court. Et j'ai eu donc une interaction avec les policiers. Sauf que quand les policiers arrivent, ils ne me trouvent pas dedans. Le maxi me trouve à l'extérieur. Parce que j'entre dans le maxi, je fais des achats et je sors du maxi. Il y a un monsieur qui m'engueule et tout. Mais je passe à la caisse automatique et je sors. Mais ils appellent la police. Mais le problème, c'est que j'ai le temps de faire les achats sans me précipiter. Je ne me précipitais pas. Je faisais mes achats normalement. Mais j'ai fini, j'ai payé. Les policiers n'étaient pas encore arrivés. Mais moi, je voulais rencontrer les policiers. Ça fait que je suis allé déposer des choses dans mon auto et je suis rentré dans le maxi à nouveau, une deuxième fois. J'ai réussi à acheter à nouveau des choses, j'ai payé et je sors. Il n'y a toujours pas de policiers. Et Bon, puis là, après, j'ai donc démarré mon auto et j'ai décidé de partir. Sauf qu'en partant, le chemin que je prenais passait devant le maxi et je vois à ce moment-là une voiture de police. Et quand je vois une voiture de police, moi, je m'arrête. Parce que je pouvais partir, je m'arrête et je dis aux policiers que la personne que vous cherchez, c'est moi. Et les policiers me disent, OK, François, on a compris. Donc, il me demande de me présenter et tout, je le présente. le gars, il court pas après le trouble pendant tout d'abord. Non, mais le problème qui se pose, c'est que là, on ne peut pas
C'est-à-dire, c'est un peu comme on ne peut pas déchirer le couvre-feu en cachette. On ne peut pas désobéir en cachette. Ça ne vaut rien. Et le problème qui se pose, c'est parce que, comme tout le monde fait ça en cachette, ça continue. Le gouvernement sait que ça se fait en cachette. Christian Dubé l'a dit dernièrement. Christian Dubé a dit que tout le monde trichait un peu. Ils le savent. Et, écoute, il n'y a pas quelqu'un qui ne le sait pas. Moi, j'ai toujours enseigné depuis que je suis, depuis mes 23 ans, je suis enseignant au Cameroun et j'ai continué à enseigner ici. Donc, je sais que quand je fais un examen, je ne m'imagine pas que les élèves n'ont pas triché. Parfois, je peux en attraper, parfois, je n'attrape pas. Mais je vais avec la supposition que personne ne triche et chacun a sa note, sauf si je peux, à partir des copies, détecter une fraude flagrante. Dans le cas contraire, il n'y en a pas. Mais quand je remets, je ne peux pas te dire que personne n'a triché. Donc, généralement, quand il y a des mesures, les gens savent que il y a des tricheurs. Donc, quand le gouvernement, les gens qui ont des contraventions parce qu'ils ont grillé un feu rouge, ou bien ils ont grillé un stop, ou bien ils ont eu un excès de vitesse. On sait que ce ne sont pas tous les gens qui ont fait ça. Il y a beaucoup qu'on n'a pas arrêté. Il y a beaucoup qu'on n'a pas arrêté. Donc, moi-même, il m'est arrivé de conduire et d'aller un peu au-dessus de 120 et plusieurs fois les policiers ne m'ont pas vu dans l'autoroute, peut-être parce que j'étais pressé par-ci, par-là. Mais bref, je veux dire, le gouvernement sait qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter. Et là, moi, je trouve qu'il n'y a pas un honneur à tricher en cachette. Ce n'est pas honorable. Et ce n'est pas une tricherie parce que c'est le gouvernement qui est dans la fraude. C'est pour ça que notre posture prend une valeur morale supérieure. Parce que c'est nous qui sommes dans la vérité. Parce que le masque n'a pas de base scientifique, la distanciation sociale n'a pas de base scientifique. Donc le gouvernement est en train de brimer les droits et libertés de la population avec des conséquences énormes. Et là, maintenant, quand nous on résiste, nous ne sommes pas des tricheurs. Non, nous ne sommes pas des tricheurs. C'est nous qui sommes des justiciers qui avaient raison. Il faut rappeler Donc, faut rappeler que c'est exactement l'essence de la démarche de Gandhi aussi. Oui, parce que quand il disait que quand les lois sont immorales, on a le devoir de désobéir, mais aussi dans l'application, Gandhi, c'était vraiment bien important pour lui d'être arrêté, d'être puni. Sur le plan théorique, il faut même dire que Étienne de la Boétie, je crois au 16e, 17e siècle, avait déjà écrit discours sur la servitude volontaire où il expliquait que il n'y a pas un dictateur qui peut régner seul. Le policier qui m'arrête là, ce n'est pas François Legault. L'homme François Legault ne peut pas soumettre le Québec. Mais la soumission fonctionne parce qu'il y a toute une pyramide qui fait qu'à la fin, c'est le jeune policier de 25 ans qui vient me maîtriser moi. Et voilà comment il prête ses mains à François Legault pour appliquer la dictature. Mais Étienne de la Boétie dit que si le policier lui refuse d'obéir, si le chef du policier refuse d'obéir, ainsi de suite, finalement, François Legault n'aura plus les mains pour appliquer son système dictatorial. Donc, grosso modo, ce que je dis, c'est que moi, je suis donc allé, j'ai dit aux policiers que, parce que moi, je tenais à dire aux policiers qu'on ne respecte pas les mesures sanitaires, on ne devrait pas, et qu'eux-mêmes, ils devaient laisser les gens. Donc, quand j'ai dit ça aux policiers, les policiers m'ont dit que, ok, voilà, que je ne recommence plus. Je leur ai dit non, j'ai le droit de magasiner sans masque. C'est un droit que j'ai. Ils m'ont dit que, ok, là, tu sors de la voiture, tu remets le permis. Ils sont allés me faire une contravention. Et quand ils sont allés me faire une contravention, pendant que eux, ils allaient vers leur auto de police faire la contravention, moi, je rentrais dans le magasin faire un autre achat. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, François, est-ce que tu sont venus? Ils m'ont arrêté, ils m'ont plaqué au sol, et ils m'ont mis un masque de force, et ainsi de suite, et ils m'ont... Voilà. Mais bref, ça, c'est l'événement qui a eu lieu. Maintenant, le 28 septembre 2021, je me retrouve dans le palais de justice pour le procès pour entrave. Sauf que... C'est toi qui colle au sol pour avoir fait des achats, mais c'est toi le méchant qui a fait de l'entrave. C'est moi le méchant. Mais sauf que pour entrer à la cour municipale, il faut porter le masque. Oui, je me souviens. Mais si j'avais porté le masque au maxi, je ne serais pas là. Pourquoi je vais venir porter le masque là? Parce que, c'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune cohérence là. C'est-à-dire, je me retrouve là parce que je ne veux pas porter le masque. Et vous me dites que pour entrer là, il faut porter le masque. Mais il faut simplement être cohérent.
Donc, je ne pouvais pas porter le masque. Ce n'était pas possible parce que j'étais là à cause d'un masque. Je suis arrivé au Québec en 2012. Un policier n'est jamais venu me demander de sortir d'un magasin parce que j'ai le palo masque. Donc, l'existence de l'altercation de mars, c'était lié au masque. Et tu ne peux donc pas. Et quand un juge me dit que je dois porter le masque pour être jugé, j'ai donc déjà perdu. Parce que le problème, c'est que Maxi impose le masque, la cour municipale impose le masque. La cour municipale ne peut donc pas me donner raison sur Maxi. Donc, porter le masque, c'est déjà avoir perdu le procès. Donc, s'il y a une chance qu'il y ait une justice sur la question, le minimum, c'est que la cour municipale devait m'autoriser à subir mon procès sans masque. Et là, il devait avoir une chance d'impartialité. Oui, oui, oui. Donc, ce qui s'est donc passé, c'est que j'étais arrêté parce qu'on m'a expulsé de la cour et puis on m'a arrêté pour entrave à la cour au tribunal. J'ai passé tout le temps du jugement en prison. Ils m'ont arrêté un mardi et le vendredi, c'était mon premier jour de procès. Ils m'ont arrêté mardi. Ensuite, ils m'ont transféré à Bordeaux le lendemain et c'était le mercredi. J'étais donc en prison mercredi, jeudi, vendredi matin, ils m'ont amené à Montréal pour subir mon procès. Ça me fait penser d'ailleurs que quand on a vraiment démarré le Cité de Montréal, c'était devant Bordeaux, en support envers toi, là. Tu sais, fait que on l'a anticipé, on l'a garoché un peu, Inti et moi. On a dit, OK, on voulait le faire plus tard puis ailleurs. Puis elle a dit, non, non, on le fait là, à Bordeaux, en support à François. Puis Inti, je pense qu'il est resté là 3 jours, quasiment sans dormir. Il y en a une couple d'autres aussi, là, mais tu sais, c'était la grosse affaire. On était pas mal en émoi, mettons. Écoute, Mm. je commence déjà par vous dire merci, merci beaucoup pour ça, parce que ça a été un soutien très, très appréciable. Vraiment, merci à toi, Inti, à tous ceux qui étaient là. C'était vraiment merci beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est que vendredi, quand on m'amène au procès, le juge était très gentil. J'étais très surpris. Il était plus comme un papa, comme un grand frère. Et il m'écoutait attentivement avec... c'est même lui, parce que je me représentais seul, qui m'a dit qu'on lui a dit que le maître jury est prêt à me défendre. Et Jean Dury vraiment fait ça de tout cœur gratuitement. Et comme j'ai dit que si c'est Dury qui est prêt à me défendre, j'accepte. Parce que je disais, je ne faisais pas confiance aux autres, mais lui, j'accepte. Et là, on a suspendu l'audience le temps que Jean Dury vienne. Et Jean Dury est venu. Et il y a eu un échange entre moi et Jean Dury. Je lui ai présenté ma stratégie de défense que j'avais préparée. Lui, il m'a dit que je n'ai aucune chance de gagner parce que pour lui, il ne faisait pas confiance. En tout cas, pour lui. Mais il m'a dit que j'adopte ma stratégie, mais il va juste être un ami de la cour. Donc, c'est comme ça que pendant le procès, je me défendais, mais il était un ami de la cour. Un ami de la cour peut te conseiller. Un ami de la cour peut... Oui, c'est-à-dire que c'est toi qui assures ta défense, mais l'ami de la cour qui connaît plus, et ainsi de suite, peut te conseiller et te donner quelques directives. Ouais. Donc, c'est comme ça que le procès s'est passé. Sauf que ce jour-là, c'était incroyable. Le juge m'écoutait. Le juge était, écoute, j'avais l'impression que si le procès était fini vendredi, il m'aurait peut-être acquitté. Sauf que ma défense était en 3 points. J'avais 3 points. Et à 16 heures, j'avais fini mon premier point seulement. Donc, il me restait 2 points. Et le juge a dit au juge que je n'ai pas fini ma défense. Il me reste 2 points. Le juge m'a donc dit qu'on va continuer la semaine d'après. Sauf que la semaine d'après, c'était... il n'y avait pas de procès lundi. Donc, on partait à mardi. Le juge m'a dit que si on continue, ça sera mardi. J'ai dit au juge que s'il est prêt à m'écouter, ça ne me dérange pas. Donc, on m'a ramené à Bordeaux et je suis resté en prison samedi, dimanche et lundi, 3 jours de plus. Mais le juge a dit quelque chose. Il a dit que comme on me ramène en prison, il donne l'ordre. Parce que quand on t'arrête, tu n'as pas même ton portefeuille, tu n'as rien. C'est-à-dire que quand on t'arrête, tu as tes pièces d'identité. Si c'est par exemple en automne ou en hiver où tu as plusieurs couches d'habits, tout ça on enlève, tu restes avec une couche d'habits. En prison même, c'est pire que la cellule. C'est-à-dire que, donc, tu t'en vas, mais le juge a dit qu'il donne l'ordre qu'on me donne
accès à mon ordinateur et à mes notes, puisque pour que je prépare mon procès de mardi. Donc, le juge a donné cet ordre. Et ce n'est pas tout. Il a dit que quand on va me ramener mardi, il a donné l'ordre qu'on me ramène avec tous mes effets. Mais ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est que quand de vendredi soir à lundi soir, je n'ai eu pas accès à mes documents. Et quand on m'a ramené quand on m'a amené à la cour municipale, on ne m'a pas ramené avec mes affaires. Parce qu'on m'a ramené à Bordeaux avant de me libérer. Ça veut dire que le régisseur de la prison a désobéi au juge, ce qui est grave. C'est très grave. Et ce n'est pas tout. Le juge, c'était le même homme qui était à mon écoute, qui faisait attention à ce que je disais. Il avait totalement changé le mardi. Il était devenu agressif à mon égard. Et même parce que dans le deuxième point, dans le premier point de ma défense, c'était que je démontrais qu'il n'y avait pas pandémie. Parce que je disais qu'on est en train de m'accuser pour entrave à la police, mais j'étais en train de dire qu'il n'y aurait pas eu entrave s'il n'y avait pas eu imposition du masque. Donc la question en litige, en réalité, c'est la question du masque. Et j'étais donc en train de démontrer qu'il n'y avait pas pandémie. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'avais une série de vidéos d'Horacio Arruda et ainsi de suite où je démontrais très bien à partir des vidéos que eux-mêmes le reconnaissaient. Quand on est arrivé le deuxième jour, le mardi, pour mon deuxième point, c'est que je devais faire jouer les vidéos et je devais donc commenter les vidéos et montrer, étayer les arguments avec les vidéos. Le juge a dit, il n'écoute pas les vidéos, que je dise ce qu'il y a dans les vidéos. Donc, bon, c'est vrai qu'avec le temps, c'était mon premier procès, parce que les autres procès, si c'était maintenant, je lui aurais dit que s'il n'écoute pas mes vidéos, qu'il me condamne, qu'on arrête la comédie, parce que je ne vais pas faire semblant qu'on fait un jugement. Si c'était maintenant, je lui aurais dit, ok, écoutez, condamnez-moi, parce qu'on ne va pas faire la comédie. J'ai des preuves pour vous démontrer qu'il n'y a pas pandémie. Si vous ne voulez pas écouter mes preuves, alors pourquoi je vais faire semblant de faire un jugement? Mais en fait, je lui avais expliqué ce qu'il y avait dans les vidéos. Je ne sais pas si tu réalises que ce que tu dis revient à dire que l'expérience que tu as pris, c'est de comment dealer avec un système corrompu et partial. C'est comme sur le coup, on est sous le choc, on s'attend pas à ça. Hey, comment ça, tu m'écoutes pas entendre mes preuves? Et là, on vient avoir des stratégies qu'on développe pour faire face au fait qu'ils n'ont aucune écoute et aucune vraie ouverture. J'ai fait 7 jours en prison parce que je ne voulais pas porter le masque, c'est tout. C'est la seule raison. J'ai fait 7 jours en prison. Le procureur, le mardi, le procureur disait au juge que pour lui, la chose pour laquelle je suis accusé, pour lui, il aurait demandé qu'on me donne une contravention et c'est fini. C'est-à-dire que ce que le procureur disait, une contravention aurait fini. Et le procureur disait que les 7 jours que j'ai fait en prison dépassent, c'est-à-dire que c'est trop pour la chose pour laquelle on m'accuse. Et c'est-à-dire que même si je suis reconnu coupable, le procureur disait que les 7 jours de prison, c'est trop, donc que j'ai largement purgé la peine. Mais le juge a été plus dur que le procureur. Donc, les 7 jours de prison, il s'en fout. Les contraventions que j'avais eues, il s'en foutait. Mais il m'a donné 1 année de probation. Et bien sûr, moi aussi, je me suis en foutu totalement de ça parce que quand on nous met en prison une fois, pourquoi on va faire semblant de faire comme si on est en train de débattre avec des gens qui ont décidé de ne pas débattre et qui ont déjà leur programme qu'ils vont appliquer de bout en bout. Ils sont allés comme ça progressivement. Donc en fait, c'est ce qui s'est donc passé à ce moment-là et je me suis donc le mardi, c'était un homme totalement métamorphosé. Il est même allé plus loin. Alors qu'à ce moment-là, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, tu sais, comme un homme qui changeait en loup-garou ou quelque chose. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'à cette occasion, je n'avais même pas parlé de vaccination, puisqu'on parlait uniquement de pandémie en général et tout. Mais c'est lui qui a parlé de vaccination. Lors de la conclusion, il a dit que David Henry Thoreau est mort de tuberculose parce qu'il n'y avait pas le vaccin contre la tuberculose. S'il y avait le vaccin, il aurait... Ça venait... Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais parlé de David Henry Thoreau dans un de mes lives
en début septembre où j'étais en train d'expliquer que la seule solution pour moi, c'était la désobéissance civile. Parce que la solution politique, pour moi, était verrouillée. Parce que les élections étaient, il y avait fraude au niveau électoral. La solution judiciaire était verrouillée parce qu'il y avait corruption dans le système de justice. La solution violente ne donne rien. Tout le monde est perdant. Et les gens vont se retrouver avec des véritables procès aux criminels. Et c'est ça. Donc, la désobéissance civile pacifique est la seule option et l'option la plus efficace. Donc, et j'avais cité David Harry Toro. Et là, il me cite David Harry Toro et il m'explique et il parle de vaccins et tout. Donc, c'était un peu Mais ça qui s'est passé. ça semble suggérer que pendant la fin de semaine, ou je sais pas, le juge a été briefé par des gens qui avaient écouté tes lives. Il n'y a Tu sais, puis même pas de doute. Il n'y a même pas de doute. Il n'y a même pas de doute que la métamorphose qui a eu lieu entre vendredi et mardi, il a été briefé. On lui a clairement dit que voici ce que tu vas faire. C'est tout. c'est ça. Parce que cette affaire-là de Taureau, tu n'avais pas présenté ça en cours. Fait que ça, c'est plus que de la partialité. Là. C'est, ils vont juger sur des choses qui ne sont pas présentées en cours. Ils n'ont pas aucunement le droit de faire ça. Là. Et je n'avais même pas parlé de vaccin. C'est-à-dire que j'avais ciblé la question. Non, j'avais ciblé la question. Généralement, je cible les questions. J'ai déjà fait, par exemple, une vidéo sur les masques où je parle seulement du masque. Je vais faire d'autres vidéos sur les 2 mètres, ainsi de suite, sur le couvre-feu et tout. Donc, lors de ce procès, je n'avais parlé que des masques. Mon truc, c'était les masques. Donc, je n'avais pas parlé de vaccination. Mais lui, il parle de vaccination de David Harry Toro, ainsi de suite. Puis ça, c'est une autre irrégularité profonde. Parce que la Cour, normalement, avec leur hautainerie et leur snobinardise habituelle, ils vont dire « Monsieur, on n'est pas ici pour parler de telle chose. » Cet exemple est en litige conjugal. Ils vont dire « On n'est pas ici pour parler de ce que vous faites dans votre lit. On est ici pour trancher pour les enfants. » Puis ça fait partie de leur job, pour vrai, en plus, de dire « Non, on parle pas de ceci, on parle de cela. » Tu sais, on va démêler les choses. Mais là, il faisait le contraire. Tu sais. Il amenait des choses que toi-même, tu n'avais pas circonscrit. Tu sais. Absolument. C'était juste pour... écoute, on l'avait briefé, on lui avait donné les ordres, et il tremblait. Et quand je dis il ne tremblait pas parce qu'il avait peur de moi. Non, il tremblait parce que tu sentais on avait tapé la main sur la table, on lui avait dit là. Donc, si bien que... Non, cet homme n'était pas dans son état normal. Donc, il était conscient qu'il faisait une mauvaise chose. Il était conscient qu'il était en train d'abuser de son pouvoir. Et il avait mauvaise conscience, ça se sentait. C'est ça, c'est comme un détecteur de mensonges live en 3D. Là. En tout cas, François Legault va payer pour ça, Geneviève Guilbeault va payer pour ça. Je ne pense pas qu'il serait juste... Mais comment tu penses qu'ils vont payer pour ça? Moi, ce qui me gêne, c'est que Geneviève Guilbeault a des jeunes enfants, parce que Legault, ses enfants sont un peu plus âgés et dubés. Donc, ça veut dire ils sont déjà, je crois que les enfants de Legault et de Dubé sont au moins adolescents. Je crois qu'ils ont peut-être les 18-19 ans, sinon plus. Donc, si on enferme leur papa dans 2 ou 3 ans, ça va être difficile, mais écoutez, ce sera la justice. Mais c'est les enfants de Guilbeault qui me font un peu plus pitié parce que elle doit prendre au moins 30 à 40 ans de prison. Et ça sera, mais c'est la justice, écoute, parce que je crois que ces enfants étaient encore bébés en 2021-2022. C'est des petits-enfants. Je ne sais même pas s'ils ont 10 ans. Mais malheureusement, ce sont les choix de leur mère qui est une criminelle. Parce que c'est ça. Geneviève Guilbeault est une criminelle. Elle a participé à l'euthanasie des gens dans les CHSLD. Elle a contribué à séquestrer les Québécois. Elle a contribué à la faillite des entreprises et des restaurants qui ont créé des divorces, des séparations dans les couples. Il y a des gens qui se sont mariés avec des projets de vie, avec un avenir. Ils font un restaurant, ils sont heureux et tout. Et puis on leur dit de fermer le restaurant. Pourtant, ils ne sont pas paresseux. On leur donne des intérêts qu'ils ne peuvent pas. On détruit leur avenir et tout. Ça a créé des divorces. Il y a eu plusieurs féminicides. Le nombre de féminicides a baissé depuis qu'il n'y a plus de confinement. Et les féminicides, sans excuser les maris, parce qu'il n'y a rien qui justifie un tel crime,
Mais c'est parce que Geneviève Guilbault, avec sa police, a confiné les gens. Le synonyme de confinement, c'est emprisonnement. Donc, il y a des familles qui se retrouvaient avec, dans un 5,5 alors qu'ils ont 6 enfants, ils se marchaient sur les pieds et tout. Et peut-être un homme qui déjà a peut-être une certaine instabilité émotionnelle pouvait se retrouver dans une situation encore plus forte, confinée. Ça a créé tous ces féminicides. Donc, ils ont créé des facteurs aggravants. Ça, ce sont des crimes auxquels ils ont participé. Il faut le dire, il faut le dire. Sans oublier que la vaccination est en train de créer tout ce qu'elle crée. Et ça, c'est eux qui ont contribué à ça. Les effets du masque. Il faut savoir que le masque diminue l'oxygénation du cerveau et il y a des cellules qui ne se régénèrent plus quand elles manquent d'oxygène et tout. Avec les difficultés d'apprentissage, les enfants qui ne voient pas la bouche des enseignants. Ça, c'est clair. Et ce n'est même pas seulement une question d'enfants. Si tu dois apprendre une langue que tu ne connais pas et que ton enseignant porte un masque, tu ne peux pas apprendre la langue. Tu ne peux pas. Parce que si tu vas apprendre l'arabe et tu ne connais pas l'arabe, si tu vas apprendre l'espagnol et que tu veux, c'est-à-dire que tu as besoin de voir comment la personne positionne ses dents, sa langue, ses lèvres. C'est comme ça qu'on apprend aussi une langue. On associe une formation du visage, de la bouche à un son. Et on a bousillé l'avenir des enfants, sans oublier tous les mensonges qu'il y a derrière. On a présenté les gens comme des bonbonnes de virus. Il fallait éviter les gens et tout. Bref, je ne vais pas faire la liste ici. Donc, ces gens doivent aller en prison. Mais François, pour vrai, là, tu sais, là, je te pose une question là, importante. Comment tu penses qu'ils vont se retrouver en prison? Qui va les juger? Dans quel genre de procès? Puis là, c'est une question réelle. Est-ce que pour toi, tu assumes que ça va être à l'issue du travail de la Fondation des droits et libertés? Ça va être des procès internationaux? Tu dois bien avoir quelque chose d'un peu plus concret, un peu plus euh, euh, tangible, là, un peu plus spécifique comme expectative à ce niveau-là, non? La Deuxième Guerre mondiale a vu la collaboration de la plupart des puissances de l'Europe de l'Ouest. L'Allemagne, c'était une puissance de l'Europe de l'Ouest. Les Français ont collaboré. Il faut savoir que il y a eu plus de collaborateurs que des gens qui n'ont pas collaboré en France. Les gens qui n'ont pas collaboré en France étaient considérés comme des maquisards. Ils étaient considérés comme les déchets de la société, exactement comme nous le sommes aujourd'hui. Ce n'étaient pas les gens honorables. Dans la plupart des pays, il y avait des collabos partout. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Les collaborateurs sont partout. Ce qui est sûr, c'est que à cause de la forte collaboration, c'est plus le menu frottin des juges d'un certain niveau, des policiers d'un certain niveau, ainsi de suite, ne vont pas être, parce que sinon on va punir tout le monde, tu vois. Les enseignants qui ont imposé le masque aux enfants, les, les parents qui ont obligé les enfants à se faire vacciner, tout ça. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on va être obligé de, de passer la main. Sinon, ça sera comme, sinon, il faudra enfermer comme peut-être 60% de la population de la Terre, du moins. Non, non, ça c'est Ouais. clair. Mais les gens comme François Legault, les gens comme Christian Dubé, les gens comme Horacio Arruda, ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent pas échapper, à moins qu'ils modifient leur visage et s'enfuient. Donc, en fait, ce que je Devrait veux pas, dire, il faudrait pas. bon, écoute, mais ce que je veux dire, c'est, il y a eu quand même un procès. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent puissants parce que quand on parle, ils ne nous écoutent pas, puisque nous sommes des déchets de la société et ils sentent qu'ils ont le contrôle de la situation. C'était la même chose en Europe. C'était Oui, la oui, même chose. Pendant que Hitler était en train de dominer, si tu regardes un Français en 1943-1944, alors que le gouvernement français était confiné à Vichy, c'est clair que les jeunes Françaises, beaucoup d'entre elles étaient certainement heureuses d'avoir un amoureux dans l'armée allemande. C'était la puissance dominante, c'était eux qui contrôlaient tout. Beaucoup de jeunes Français collaboraient, ainsi de suite. Donc les gens qui osaient vouloir s'opposer aux Allemands étaient considérés comme des gens qui avaient un instinct suicidaire, qui voulaient se tuer. Mais il a fini par avoir une justice. Donc il y aura une oui, oui, justice. mais attends un petit peu.
tu fais des parallèles entre les deux situations, ce que je suis le premier à reconnaître. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on s'appelle la résistance. Hein, c'est vraiment en hommage puis en lien direct avec la résistance contre le nazisme. Sauf que tu es le premier à reconnaître aussi, parallèlement, une très importante différence dans le contexte actuel, qui est l'élite mondialiste. Tu comprends? Là, ils ont réussi quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout réussi à faire à l'époque, c'est-à-dire un gouvernement mondial pratiquement déjà existant, déjà opérationnel, déjà fonctionnel. Les organes sont tous déjà là, que ce soit l'OMS, etc. Tu vois que la concertation, c'est grâce à ça qu'ils ont pu faire cette affaire de COVID-là. Donc, l'impartialité qu'on n'a pas au niveau local au système judiciaire québécois. Pourquoi est-ce qu'on l'aurait plus au niveau international? Tu comprends? Ça prendrait. c'est pas. En quoi est-ce que ça va être différent? Non, non, ça va être très différent dans le sens où euh, il faut te dire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, la plupart des gouvernants étaient des collabos. Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne, en France, et ainsi parce que ils étaient vaincus. Ils étaient vaincus par la guerre. Du côté des Alliés, oui. Le monde était scindé en deux quand même. Mais là, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a aussi des pays qui n'ont pas totalement collaboré, qui n'ont pas fait exactement ce qu'ils voulaient. Et même parmi les pays qui ont collaboré, il y a des gens qui ont fait la différence. Quand tu prends les États-Unis, il y a des États républicains. Il y a à peu près 6 États, si je ne me trompe pas. Un État comme la Caroline du Nord n'a pas confiné. Ils n'ont pas appliqué les mesures. Ils n'ont pas appliqué les mesures sanitaires. Donc, il y a des États qui, comme la Floride, qui ont mis fin aux mesures sanitaires à un moment donné. Et il y a plusieurs États qui portent plainte aux compagnies pharmaceutiques. Le problème, c'est que ça se passe en plusieurs étapes. La première étape consiste d'abord à diffuser l'information dans la population générale, jusqu'à ce que les choses deviennent claires. Comme maintenant, là, même les gens qui s'en foutent de tout ce qui s'est passé, beaucoup de gens, pas beaucoup, parce qu'il y a certains qui continuent à porter le masque même dans le métro actuellement, alors qu'il n'y a rien. Mais beaucoup de gens commencent à se rendre compte qu'on s'est fait flouer. Beaucoup de gens le reconnaissent et voient l'inutilité de ça. Mais l'autre chose, c'est que pendant que c'est en train d'être diffusé, tous les petits procès que nous sommes en train de faire partout dans le monde, où nous sommes en train même de perdre, parce qu'au Québec, c'est ça, la plupart on est en train de perdre, mais les juges sont obligés de donner des raisons fallacieuses, de dire des mensonges. Mais le problème, c'est que les compagnies comme les Pfizer, BioNTech et d'autres qui ont mis ces vaccins sont amenés en cours dans beaucoup d'endroits. Et on voit les contrats qui sont en train de sortir. Et on voit bien que dans les contrats, eux-mêmes, ils disaient qu'ils ne pouvaient pas garantir des effets secondaires à long terme. C'est écrit dans les contrats. Donc ça fait que ça va débouler. Ça va forcément débouler. Dans le sens où, à partir du moment. Mais la vaccination, le chef de la santé publique de la Floride a demandé la cessation de la vaccination COVID-19. Il y a des États qui sont en train de porter plainte à Pfizer. Au Japon, c'est en train de débouler. Le Québec, particulièrement, vit dans un dôme sur certaines questions. Mais c'est exactement ça le cœur de la question. C'est vraiment important, ça, cette réalité du dôme-là. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, au début, on disait à un moment donné, la vérité va sortir. On était plein d'espoir là-dessus. Non, réalité, la vérité est en train de sortir. La vérité sort depuis le début, ça sort par les fenêtres, ça sort de partout. Mais l'essence du problème est justement dans ce dôme-là, un dôme qui a d'une part de dissonance cognitive, mais je veux dire, on voit que déjà, ils ont une tolérance à l'incohérence, puis à l'absurdité, puis à l'illégalité, qui est phénoménale, tu comprends? C'est comme du moutruche avancé là, de la part du système judiciaire aussi, tu vois. Mais tu sais, c'est toujours été ça dans les régimes totalitaires, les régimes dictatoriaux. Les gens font une distinction, ils disent ah mais non, c'est correct. Même le principe de guerre, tu sais, je veux dire, comment on peut être chrétien et être pour la guerre? On dit, ah mais on fait des catégories dans notre tête, on dit ah c'est correct, on rationalise ça. L'humain est expert pour ça. Tu comprends? Le nazisme, s'il n'y avait pas eu, il avait pas été défait militairement, il n'y aurait pas eu de procès non plus. Les gens, regarde les vaccinés comment ils fonctionnent. On n'en parle plus, c'est du passé, ça n'existe plus, tu sais. Les gens sont comme ça avec les juges aussi. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le Québec actuellement est un dôme sur le plan de la circulation de l'information.
Et nous devons faire beaucoup de choses pour que cette information sorte des médias sociaux et de nous, et nous devons envoyer. Mais le problème, c'est que le Québec n'est pas un dôme au niveau de l'application des mesures. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un comme Paul Saint-Pierre Plamondon, qui veut les dépendances du Québec, mais qui en même temps ne peut pas parler contre Pfizer et Moderna, qui parle d'antivax et tout, tu comprends qu'il ne veut pas les dépendances du Québec, ou bien il veut les dépendances du Québec dans la fédération de Pfizer. Parce que quelqu'un qui ne peut pas demander l'autonomie que les Québécois aient le droit de décider ce qu'on met dans leur corps, ça veut dire qu'il n'a aucune indépendance. Donc, imagine-toi donc que Pfizer est dans la plupart des États républicains américains, que Pfizer reçoit des plaintes au Japon, comme c'est en train de se passer, et dans beaucoup d'autres endroits du monde, et qui sont condamnés dans chacun de ces pays-là, et que les crimes sont officiellement reconnus. C'est clair que ce ne sera pas possible. Au Canada, on a l'Alberta. On a l'Alberta qui fait cavalier seul et qui n'adopte pas les choses exactement. Et puis, on a aussi le fait que ces gens ne sont pas en train de s'arrêter là, parce que si ces gens avaient l'intention de s'arrêter, c'est-à-dire que si moi, je me mets à leur place et je dis, j'ai fait tout ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que toute la merde que François Legault a fait, et j'ai envie de tourner la page. Une des façons de tourner la page serait de dire que, OK, toutes les contraventions Covid, on laisse tomber, et ainsi de suite. Quelque chose de ce genre. Mais le problème, c'est qu'ils continuent à mettre la pression à Kinox Solutions, la compagnie qui génère les codes de QR, continue à travailler et elle continue à générer les codes QR. L'application VaxiCode et VaxiCode Verif, ils ont fait récemment encore les mises à jour. Ce sont les applications. Donc leur projet continue, mais ce projet-là ne peut pas continuer en autarcie. C'est-à-dire le Québec lui seul. C'est vrai qu'il y a des compagnies pharmaceutiques qui sont en train de s'installer au Québec, mais le Québec lui seul ne peut pas assurer cela. C'est-à-dire que est-ce qu'on va se retrouver avec ou c'est seulement au Québec qu'il faudra un code QR et l'Ontario, il n'y aura plus de code QR, il n'y aura plus de code QR au Nouveau-Brunswick, ainsi de suite. Non. Donc, c'est clair que c'est quelque chose qui ne peut pas rester comme ça. Mais ça dépend aussi du fait que la connaissance se diffuse et les gens prennent conscience de ce qui se passe. Par exemple, il y a des gens qui disent que les manifestations, non, moi, il y a des gens qui m'ont dit, François, vos manifestations n'ont rien fait, le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les infirmières, le gouvernement provincial voulait vacciner les infirmiers au Québec. La date était fixée pour le 15 octobre. Les infirmières ont refusé de se faire vacciner. Le gouvernement a reculé au 15 novembre. Les infirmières ont refusé de se faire vacciner. Et le 3 novembre, Christian Dubé a abandonné. Donc, si les infirmières avaient accepté de se faire vacciner, la vaccination aurait été obligatoire pour les infirmières. La preuve, c'est que au niveau fédéral, le fédéral a imposé la vaccination pour les fonctionnaires et les fonctionnaires fédéraux se sont vaccinés et les employés de Poste Canada qui ne voulaient pas, comme ils étaient minoritaires, on les a renvoyés. Donc, on ne peut pas dire que la résistance des infirmières n'a rien fait. On ne peut pas dire, si les infirmiers avaient accepté au Québec, ça se serait étendu à d'autres corps. On ne peut pas dire que le mouvement d'Ottawa n'a rien fait. Ottawa a été quelque chose de solide qui les a secoués. Donc, les manifestations ont fait quelque chose de très fort. Et le problème, c'est que la collaboration de la population fait que le gouvernement avance. Mais si les gens ne collaborent pas, les choses changent. Et quand l'opinion publique change, ils ne peuvent plus tenir. C'est que chacun regarde l'autre et il ne sait pas que l'autre a des problèmes. Nous sommes du côté de la population et nous subissons les contre-coups et les affres. Mais eux, de leur côté, ils cherchent comment faire pour continuer à convaincre et à nous mentir. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment est-ce qu'ils vont obtenir notre collaboration. Il faut savoir qu'ils ont ce problème-là. Donc, tout dépend de notre collaboration. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure du masque. Tant que les gens portaient le masque, ils ont imposé le masque. Moi, j'ai manifesté, je ne portais pas le masque, j'ai reçu des comptes, on m'arrêtait parce que les gens avaient les masques dans les manifs. Mais quand les gens ont décidé qu'ils ne portaient plus les masques, le masque était toujours obligatoire, mais aucun policier ne vérifiait plus. Pourquoi? La violence n'était pas nécessaire. Mais
qu'est-ce que 1000 policiers vont faire à une foule de 10 000 manifestants pacifiques où personne ne porte le masque? La seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'assurer de la sécurité de la manif. Mais pourtant, le masque était obligatoire. Alors qu'entre-temps, il y a eu des manifs de 20 000, 30 000, 40 000 personnes, comme le 20 décembre 2020, où les gens étaient masqués et les policiers couraient pour attraper les gens qui avaient mal porté le masque. Pourquoi? Parce que la majorité des gens avaient le masque. Donc, voilà comment les choses se passent. C'est-à-dire que il faut que ça se diffuse. Et à partir du moment où ça se diffuse largement, les victoires commencent à avoir lieu petit à petit. Petit à petit. Le mensonge ne peut pas régner toujours. Parce qu'il faut savoir que eux, ils ne sont pas en train de vouloir abandonner. Parce que ces gars, ils peuvent s'en sortir s'ils décident d'abandonner. C'est-à-dire que là, directement, à un moment donné, ils pouvaient dire que tous les restaurants qui ont reçu les prêts du gouvernement ne remboursent plus. Toutes les contraventions, le gouvernement annule. C'est-à-dire, ils font des choses pour tourner la page d'une certaine façon rapidement. Ils disent même qu'il y aura un programme de compensation pour les gens qui ont eu des problèmes de suite de vaccins et tout. Mais avec ça, ils peuvent essayer de s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans l'optique là. Ils sont toujours en train de dire que leur vaccin est surefficace. Ils sont en train de se dire que... Donc, ils sont en train de... Tous les jugements, ils sont en train de dire que les mesures sanitaires étaient justifiées. Mais avec ça, ça ne peut pas fonctionner à long terme. C'est impossible. Mais en tout cas, tu dis qu'ils sont pas en train de vouloir abandonner. Je pense qu'on va pouvoir s'entendre que ni toi ni moi non plus, on est parti pour vouloir abandonner. D'ailleurs, Non, au niveau des manifestations... abandonner, ce n'est pas une option. Non, non. Abandonner, ce n'est pas une option. Non, mais remarque, c'est rendu une option pour l'essentiel de la résistance. On est rendu de moins en moins nombreux à réellement continuer à se battre de différentes façons. Ce qui nous amène d'ailleurs à m'amener à choisir, à essayer d'améliorer les façons. Tu as probablement remarqué, suite au 9 mai, on a essayé de redémarrer les sit-ins de Québec, de Montréal. On a essayé de redémarrer à Sherbrooke, à Chicoutimi. Bon, ça a donné ce que ça a donné. Mais je ne sais pas si Pascal Zolo en avait parlé. Mais suite à tout ça, en étudiant tout ça, on a trouvé différentes avenues, là, donc dont celle d'y aller avec des éléments plus artistiques, des tam-tams, des pièces de théâtre, en tout cas en termes d'idées, ou sinon la distribution de tracts. Mais moi, la grosse affaire que je veux faire, quand ça va rouvrir, là, les sessions parlementaires, c'est d'aller devant le bureau à Legault, avec peut-être des casseroles, des tambours, tout ça, avec un micro, puis là, un discours vraiment ciblé là, sur François Legault. C'est comme si on ferait une sorte de procès avant le vrai procès, là. Mais tu sais, pour vraiment l'interpeller, parce que s'il y avait une belle présence populaire là, qui pourrait quasiment même se muer en sit-in, on pourrait après ça les passer un par un. Tu sais, chacun des députés, là, tu sais, là, en allant les voir à leur bureau de sa conscription, en s'organisant pour qu'ils soient là, comme on avait essayé de le faire à Chicoutimi. Mais tu sais, en mettant le paquet un endroit à la fois, parce que vu qu'on n'est plus beaucoup de résistants, tu sais, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais, puis si tu penses qu'on pourrait compter sur ta présence à ce moment-là. Moi, je suis en train de vouloir faire quelque chose dans à peu près une semaine et demie, parce que c'est-à-dire que moi, je comprends que certaines personnes de la résistance sont fatiguées. Je me mets dans la place des gens qui ont peut-être des enfants de 2 ou 3 ans et qui doivent s'occuper de ces enfants-là, qui ont des trucs. Je comprends qu'ils ne peuvent pas être aux manifestations de façon régulière et tout. Je comprends beaucoup d'autres choses. Et je suis aussi en train de comprendre que il y a plusieurs personnes qui ont manifesté depuis 2020 et qui se sentent découragées d'une certaine façon. Moi, je voudrais aller recruter les personnes qui ont obéi au gouvernement et qui ont eu une nuit pour comprendre ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ce qui va apporter la bascule. La bascule va se produire quand les personnes, c'est-à-dire c'est eux que moi je vais aller recruter. C'est eux que moi je vais aller recruter. Donc, je suis en train de... C'est pas les plus motivés d'habitude. Il y en a beaucoup des gens comme ça, comme ceux dont tu parles, là, qui savent, qui se sont fait avoir, mais on dirait qu'ils sont comme un peu honteux, un peu ils ont mal à l'aise par rapport à une science cognitive qui se crée aussi.
je ne vais pas te dévoiler tout le punch là parce que je suis en train de préparer du matériel très important, mais je suis en OK. train de, pour moi, il faut aller prendre ces gens-là. Ces gens-là Ouais, qui n'ont jamais testé. Ces gens-là qui ont pris le vaccin. Ces gens-là qui, ouais. moi, je vais aller les chercher et je vais aller OK. les trouver et je vais convaincre une bonne partie. Il y a suffisamment d'arguments. Je compte passer à peu près au moins 4 à 5 semaines là à être OK. vrai parce que c'est possible. Il faut aller chercher ces gens-là. Ouais. C'est important de leur montrer que le projet n'est pas fini. Parce que c'est ça le malheur en fait de Logo et de sa bande. C'est que leur rêve, c'est d'appliquer la mesure. Leur rêve, c'est de ruiner le Québec. Mais sauf que quand ils appliquent leur projet, ça réveille les gens. Mais quand les choses Mhm. sont calmes, les gens s'endorment. Donc c'est un peu Ouais. la dualité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand ils veulent appliquer, quand ils veulent appliquer, comment dirais-je ça? Je ne sais pas si toi tu as déjà vécu cette expérience. En tout cas, quand moi j'étais petit, tu peux être assis à la cour et tu vois un oiseau que tu vas attraper. Il y a un oiseau là, mais tu vas attraper l'oiseau. Alors, si tu restes sans rien faire, l'oiseau fait ce qu'il a à faire là. Tu vois, il picore des choses. Mais si tu t'approches de l'oiseau, ce que l'oiseau va faire, c'est qu'il est vigilant et il va s'enfuir. Donc, ça signifie que ton indifférence face à l'oiseau reste, fait que l'oiseau reste, mais ton désir de vouloir attraper l'oiseau le rend plutôt vigilant. Mais pourtant, toi, tu aimerais que l'oiseau reste pour que tu l'attrapes. Mais sauf Mhm. que tout ce que tu fais pour l'attraper va plutôt faire qu'il s'éloigne. Ce que la comparaison, c'est l'objectif de Logo, c'est de détruire nos droits et libertés et de ruiner le Québec. C'est le travail qu'ils sont en train de faire et ils le font bien. Dubé le fait bien, Guilbeault le font bien. Ils sont en train de voter des lois qui réduisent les libertés, ils sont en train d'appauvrir le Québec, ainsi de suite. Mais quand il y a un peu de relâche dans leur action, les gens s'endorment. C'est-à-dire que quand ils ne vont pas, quand il n'y a pas de mesures sanitaires, quand il n'y a Ouais. pas de restrictions fortes, les gens s'endorment. Mais sauf que quand il n'y a pas ces restrictions, eux, ils ne sont pas en train d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais quand ils appliquent ces mesures, ça réveille les gens. Parce qu'à un moment donné, les gens commencent à se dire, écoute, le gouvernement n'a pas mis fin aux mesures sanitaires parce qu'il a décidé. Il ne pouvait plus. En 2020, les gens n'en pouvaient plus. En 2022 plutôt, le deuxième couvre-feu, les gens n'étaient pas d'accord. Ça ne fonctionnait plus. Parce que les gens se disaient que nous, on s'est fait vacciner. Et c'est donc, quand il dit nous, ça dit ces gens-là, ils sont fait vacciner et ils ont le couvre-feu exactement comme les anti-vax. Donc, tu vois que tout ça, ça réveillait les gens et ça les révoltait. Donc, à un moment donné, il est obligé donc, c'est assez difficile de leur côté. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que, euh, en tout cas, moi, dans ma stratégie, moi, c'est ces gens-là que je vais aller chercher. Et je vais les avoir, je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne vais pas Une tous chose les est sûre, avoir parce qu'il y en a, il y en a qui ne vont jamais écouter, mais il y en a qui sont prêts. Et ça, je vais aller le faire. une chose est sûre, tu marques, tu soulèves un point extrêmement important. C'est que, tu sais, à travers ton analogie de l'oiseau, qui, dans le fond, est assez c'est exactement la même que celle de la grenouille dans l'eau chaude, hein? Parce que, tu sais, Oui, c'est comme si, dans le fond, notre ennemi va des fois faire une attaque, une sortie, là, comme il a fait avec les mesures, ou des fois, il va rentrer dans son château, prendre une autre analogie, puis là, il est plus low profile. Mais en fait, il est beaucoup plus fort quand il est, comme toi-même, tu le faisais ressortir, quand il est subtil, qui est en arrière, qu'on le voit pas, parce que là, il révolte pas personne. Même Alexis Cossette le disait pendant un bout, il disait, on a besoin de nouvelles mesures pour que les gens se fâchent plus. Mais là, il semble en être parfaitement conscient, le gars, parce que si tu regardes ce qu'on appelle, nous, on appelle les lois totalitaires qui passent, C63, projet de loi 57, projet de loi 50, traité de l'OMS, la réforme électorale du DGEQ, après ça, là, évidemment, genre de 2030. Tout ça, il les passe en dessous de la couverte, là, subtilement, puis c'est des projets qui, à mon sens, au moins, c'est aussi nocifs, puis liberticides, puis en fait,
Moi, je fais de la démonstration que ça s'inscrit dans du totalitarisme ou à tout le moins des régimes autoritaires. Mais là, c'est vraiment habile de leur part parce que les gens s'en foutent complètement et ça vient pas les affecter. Fait que on est mal barré là, tout d'un coup On parce n'est que pas là, mal barré. On n'est pas mal barré parce que quand ils sont en train de bâtir leur ville 15 minutes et de vouloir appliquer, par exemple, le projet de loi 50 pour que ça devienne une loi, pour commencer à imposer, comment dirais-je, euh, pour commencer à imposer des restrictions en parlant du climat, euh, ça va révolter les gens à un moment donné. Les gens commencent même déjà à en avoir assez de réchauffement climatique, changement climatique et tout. Les gens commencent à en avoir assez parce que, écoute, il y a beaucoup de gens qui, sur le plan moral, comme ils n'ont pas d'arguments scientifiques, se disent que oui, il y a changement climatique et tout, mais ils commencent à en avoir assez qu'on leur rabâche les mêmes choses alors qu'il n'y a rien qui change autour d'eux. Moi, je pense ouais. que, en tout cas, euh, ce que je te dis, dans à peu près une semaine et demie, moi, je suis en train de préparer le matériel et je vais faire ça. Et moi, je pense même que le sit-in doit aller dans cette direction. Moi, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait un sit-in fixe. Moi, je pense que les sit-in doivent être mobiles. C'est Ouais, très c'est à important. ça qu'on commence qu'on en est, qu'on en est C'est arrivé à important. comme conclusion C'est aussi. très important d'aller chercher et puis, moi, mon problème, c'est que euh, il y a les grosses manifs qui sont très importantes, mais moi je pense à beaucoup d'actions Oui, mobiles, c'est-à-dire que 10, 15, 20 personnes, on est quelque part, on s'en va, on rencontre les gens, et ainsi de suite. On va c'est ça, recruter les gens. exact. Et moi, je n'ai aucun Ouais. doute là-dessus. Je n'ai aucun doute parce que je crois qu'il y a trop de surmortalité due au vaccin. Il y a trop d'effets secondaires, de la, de, pas seulement de la vaccination, mais des mesures sanitaires au niveau de la société. Il y a beaucoup de conséquences de ça. Et je pense qu'on peut avoir un discours assez intelligent pour expliquer aux gens ce qui est en train de se passer et pour montrer aux gens que comment ils sont en train de nous enfermer avec les différentes lois qui sont en train de voter. Le projet C63, le projet de loi 50 et voilà, et tout ça. Donc, c'est important de mettre ça sur la table, d'expliquer ça aux gens. Et moi, je pense qu'on peut recruter un grand nombre de personnes. C'est très important. Moi, je n'ai aucun doute. En tout cas, une chose est sûre, pour une fois, on s'entend complètement au niveau des solutions. Les grâce en compte, faut croire, parce qu'en plus, justement, j'en parlais avec Nicolas Van de Velde, on arrivait à ça. Tu sais, quand on est arrivé pour faire le site de Sherbrooke, ouais, toi, et moi, puis les autres, il y avait pas de gens, on l'a senti, on l'a vu tout de suite, on en est venu automatiquement à l'option de distribuer des tracts, se promener dans Sherbrooke. Moi, j'avais mon porte-voix. C'est là qu'on est rendu. Puis là, évidemment, comme tu dis, c'est monsieur, madame, tout le monde qu'on va chercher, qu'on interpelle, vacciné ou pas, etc. Là, tu sais, des gens qui sont pas dans nos réseaux d'habitude. Puis, tu sais, quand on regarde ça, moi, ce que je disais tantôt, ça revient au même. Tu sais, d'aller interpeller les politiciens, les députés eux-mêmes. Pas, parce que là, ça fait des manifs devant le Parlement, mais tu sais, qui nous écoutent pas, ils nous voient même pas, ils s'en foutent. On dirait qu'on n'est plus là. Mais si tu t'en vas, essayer de les voir, de les rencontrer, avoir une colonne de son qui porte pour qu'ils soient forcés de t'entendre dans leur petit bureau de circonscription, là, qui sont moins séparés de nous autres, il y a moins de distance, il y a moins Mais de barrières. pour l'instant, il n'y a pas de mesures sanitaires. Moi, moi les 5 à 6 semaines qui arrivent, je n'ai même pas envie de m'intéresser aux politiciens. Honnêtement. Ben, de toute J'ai façon, la BD, c'est l'été, puis ils sont pas là, là. la BD que j'ai fait et j'ai d'autres matériels que je suis en train de préparer. Moi, je suis en train de vouloir recruter c'est la population. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, Voter, c'est ces politiciens sont coincés. Mais le problème, c'est que il faut qu'on recrute les gens. C'est-à-dire qu'actuellement, ouais, là, je pense moins à aller rencontrer un politicien, je pense plus à aller rencontrer les gens dans la rue. Je pense ouais, plus à aller rencontrer les gens dans les parcs. Je pense plus à aller rencontrer les gens. Je pense plus qu'on peut former des comités. Des comités. ouais, ouais, ouais. Et donc, je suis en train de plus de penser à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on diffuse l'information. Il faut que les gens commencent à se retrouver. C'est très important. Ouais. Oui. Je lis quelqu'un là qui dit que Dave Gagnon dit ça existe le changement climatique. C'est vrai qu'on est en train de parler de ça. Et je veux quand même profiter pour dire à Dave Gagnon que le climat a toujours changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle un climat normal. Le climat change toujours. Et ça, c'est prouvé dans les travaux du GIEC, qui est l'équivalent de l'OMS. Ce que l'OMS représente
représente pour la santé, le GIEC représente ça pour le climat. Et le problème actuel, c'est que les gouvernements et le GIEC ne sont pas en train de dire qu'il y a changement climatique. Ils sont en train de dire qu'il y a un changement climatique anthropique. C'est ça qui est différent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire qu'il y a un changement climatique causé par l'homme. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Moi, je crois qu'il y a un changement climatique parce que le climat change toujours. C'est-à-dire que le climat n'a jamais... Il y a eu des ères glaciaires, ainsi de suite, donc le climat a toujours changé. Mais le mensonge, c'est de dire que le climat change aujourd'hui à cause de l'activité humaine. C'est ça le mensonge. Et ça ressemble exactement à ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Au lieu de reconnaître, comme Raoul le disait, que le virus a sa dynamique propre, pendant des périodes à niveau, il augmente. Ça c'est la dynamique. On disait que non, s'il y a les cas, c'est à cause des comportements humains. Donc, si on peut contrôler les humains, on va contrôler le virus. Ce qui est un mensonge et une absurdité. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les changements climatiques anthropiques, ça c'est... Et les changements climatiques suivent un cycle. On passe par des périodes chaudes et des périodes froides. Il y a eu, par exemple, l'optimum climatique médiéval pendant le Moyen-Âge, où il y avait des températures de loin plus élevées que les températures d'aujourd'hui. Il y a eu la petite ère glaciaire, qui est au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, il y a toujours, le climat change toujours, mais ce n'est pas le fait de l'homme, comme ils sont en train de vouloir le dire. Par conséquent, si le moteur des changements climatiques, c'est le soleil, et on a vu ça pendant l'éclipse solaire, pendant que l'éclipse était cachée et tout, si le moteur des changements climatiques, c'est le soleil, ça ne sert à rien donc de culpabiliser les hommes. Écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses. On pourra peut-être faire un autre live à un moment donné, je ne sais pas. Parce que là, on est en train d'aller à 21h27. Ouais, puis moi-même, je suis fatigué, mais c'est vrai que c'était vraiment pertinent. Hein? Ça gagnait à être fait. On aurait dû en faire avant, ou il faudrait qu'on en refasse après. Merci. Donc, on en fera d'autres. Oui, ben, je te remercie vraiment. Puis écoute, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire dans les prochaines semaines, comme tu dis, mais une chose est sûre, au niveau de cette île de Montréal, toute la gang, là, c'est exactement à ce sens-là que tu vas aller. Tu es sur la convo. N'hésite pas à te manifester auprès de nous, auprès de cette gang-là, de Gina, de Nico, parce qu'on est comme, il y a une petite armée là, qui attend juste un peu là, d'avoir un peu plus d'impulsion, là, parce que c'est la gang de Montréal en ce moment, c'est la plus active, ou en tout cas proche de l'être, mais il faut mettre un petit peu d'étincelle sur les braises, là. Non, dans tous les cas, on va faire beaucoup je pense que dans les 4 à 5 semaines, là, on doit faire beaucoup d'actions, là. Et des actions vraiment de recrutement dans la population. En tout cas, ça va être très clair, là. Généralement, j'aime, je préfère que on dise quelque chose, on le fait le lendemain. On dit, c'est-à-dire, on passe à l'action. Et on parfait ça en faisant. C'est-à-dire que ça devient parfait pendant qu'on est en train de le faire. Donc, c'est un peu ça. Écoute, on se reparle très bientôt et puis on a beaucoup de choses à faire durant cet été. Ouais, pas juste des choses à dire, des choses à faire. Des choses à faire. Exact. Des choses à faire. Ouais. Mais les deux. Fait que merci encore, François, vraiment. Puis merci à tout le monde. Puis je vais après ça répondre à tous les beaux commentaires désobligeants qu'on a reçus. Ça a l'air. Je sais qu'il y en a qui n'ont rien mieux à faire. C'est incroyable. Merci à toi. Bon, merci. Merci tout le monde. Salut François. À la prochaine. Bye. D'accord, à la prochaine. Bye.